L'année 68-69 a été le premier tournant majeur de ma vie de chercheur pour au moins 3-4 raisons sur lesquelles je vais m'expliquer un peu. Bon, la première était que c'était au printemps 68 que j'ai déposé ici à la Sorbonne ma thèse de doctorat de 543 pages exactement. Le jury était constitué, qui était dans le jury, il y avait, que je n'oublie personne, il y avait Bastide, Devreux, Denis Paulme, Chombard de Louvre et un certain Robert Pagès qui était professeur de psychologie sociale et qui m'a beaucoup soutenu. Et c'est même lui qui, parce que j'ai eu un peu plus tard, je crois c'était en 1975, la médaille d'argent du CNRS, qui est une haute distinction, et c'est Pagès qui a fait le commentaire, enfin qui m'a présenté à ce moment-là. Et alors, problème, ma thèse était donc déposée, les membres du jury ont lu ou pas lu, je ne sais pas trop, et je devais soutenir le 10 mai 68. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passait à la Sorbonne le 10 mai 68 exactement, a été occupé par la police. Et donc, je n'ai jamais soutenu ma thèse, parce que après, bien sûr, on aurait pu fixer une autre date pour l'automne, je ne sais pas quand, je ne me souviens plus des dates auxquelles les choses se sont calmées, mais bon, ça aurait pu être fixé pour plus tard, mais moi j'étais déjà engagé dans mes affaires de terrain mundang et finalement j'ai laissé couler ça. Et cela dit, ça, je suis très fier de ça. Ma thèse a connu au moins 6 éditions pirates et elle était très couramment utilisée dans les services de psychiatrie en Afrique, où on utilisait comme une sorte d'annuaire sur magie, tout ça, Sénégal aussi, et puis aussi dans les services après, dans les services de psychiatrie, ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle du genre Centre Georges Devreux pas à Bobigny, à Saint-Denis, ou alors l'hôpital d'Avicenne à Bobigny, où il y était Tobinatan qui était là-bas. Enfin bon, je suis très très content et fier que ça a été utilisé. Et j'ajouterai à cela que je suis également très content que toutes mes recherches de terrain aient commencé par une anthropologie appliquée. Par appliquée, j'entends ici que c'était lié aux questions de santé mentale au Sénégal et que finalement, ce que j'ai fait a servi pour soigner tant bien que mal les individus dans ce pays. Alors voilà, ça c'était l'histoire de ma thèse. Alors c'était également l'année 68-69 où j'ai changé de laboratoire. Alors malgré la disposition même très favorable de la section des membres de la commission de psychologie du CNRS. Moi, j'ai toujours travaillé au CNRS et j'ai une carrière très, très bien. J'ai toujours fait ce que je voulais faire dans mes recherches. Actuellement, c'est inimaginable. Actuellement, on marche sur contrat et à l'époque, c'est nous qui fixions ce que nous voulions faire. Bon, et alors, j'appartenais donc à la
commission de psychologie du CNRS, mais je voulais un peu alléger ma position, je dirais, ethnopsychiatrie, ce n'est que depuis quelque temps que ça a un peu de connotation positive. Et à l'époque, c'était considéré comme, disait quelqu'un, comme une science d'infirmier, ou enfin quelque chose de secondaire. Et moi, je voulais passer un peu du côté de l'ethnologie plus classique, et c'est en fonction de ça que parce que je voulais mieux m'intégrer à la communauté des anthropologues, ethnologues plutôt, parce qu'anthropologie, on n'utilisait pas ce terme-là à l'époque. Alors, début 69, Éric de Dampierre, qui m'a formé au temps de ma toute première formation, il était directeur d'études à l'école pratique des hautes études et j'ai toujours suivi ses cours à l'époque et que j'aimais beaucoup. C'était un homme extraordinairement cultivé et sensible à ce que l'autre faisait. Je vais en reparler un peu parce que c'était un de mes maîtres d'une certaine façon. Donc, il m'a proposé d'entrer dans le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de l'Université de Paris-X-Nanterre, qu'on appelle actuellement le LESC, parce que Dampierre, il est resté toujours très attaché à... On ne pouvait pas appeler ça laboratoire d'ethnologie simplement, mais il fallait sociologie comparative, parce qu'il a fait de la sociologie comparative à Chicago, et bon, il était très attaché à cette discipline. Donc, il m'a proposé ça, et jusqu'aujourd'hui, j'appartiens à ce laboratoire. Ça, au moins, ça n'a pas beaucoup changé. Je précise que, comme tout à l'heure je l'ai prouvé, je n'ai pas rompu avec Dakar. J'y suis retourné cette année même. Je suis passé professionnellement à Nanterre. Alors, je peux dire aussi que c'est en 68, c'était une année charnière pour nous, c'est en 68 que j'ai été pris un peu par la maladie assez bien connue des ethnologues, que je voulais passer des milieux, on disait à cette époque-là, des milieux acculturés, Dakar, Sénégal, c'est un des pays les plus anciennement colonisés de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais passer de ces milieux très acculturés à une société qu'on pouvait raisonnablement qualifier de traditionnelle, une vraie société africaine où j'étudierais les coutumes certifiées anciennes. C'est un peu bête, mais c'était comme ça. Je voulais en tout cas un milieu plus traditionnel que le Sénégal. Alors, je dois dire que j'ai été aussi peut-être influencé par l'attitude de Lévi-Strauss envers l'Afrique, Lévi-Strauss qualifiait l'Afrique de banlieue poussiéreuse de l'Europe. C'était un peu blessant pour les Africains, mais il y avait une part de vérité, encore que son paradis amazonien, ça n'existait pas non plus. Ça aussi, il a inventé. Enfin bref, ça a peut-être joué, ainsi que son point de vue sur les avantages du regard éloigné, comme il disait. Qu'on pouvait mieux percevoir certaines choses si on n'était pas dans une société trop proche. Alors, 68,
je remarque en passant que c'était aussi ma deuxième révolution de ma vie. 56, c'était important pour nous autres. 68, c'était une révolution, comme disait Aron, un peu plus, comment il disait ça, un peu plus opéra, un peu plus théâtral. Aron, il détestait 68, et que maintenant on fait beaucoup de bashing au sujet de 68. Moi j'aimais bien ça parce que c'était très inventif, et cela dit, ce que sont devenus les 68 arts en France, ça c'est une autre question, parce que toute la génération Mitterrand, tout ça, c'est pas terrible. Mais enfin bon, ça c'est une autre affaire. Alors, c'est cette année-là que j'ai rencontré aussi donc Dampierre, et voilà une autre longue histoire que je n'évoque que pour le début. Il était terriblement attaché à l'Afrique. Il avait même une plantation et une maison en République centrafricaine, à Bangassou, donc il était vraiment implanté. Il était prodigieusement cultivé. Il lisait, comme c'est rare maintenant, tous les livres en l'original allemand. Il connaissait, il a publié toutes ses collections là-haut, chez Plon, tous les classiques de la sociologie allemande. Et surtout qu'il avait l'art de catalyser les nouvelles recherches. J'ai passé des journées et même des nuits, soit chez lui, soit au Champ de Mars à côté de la Tour Eiffel, à discuter comme ça, sur des sujets variables, mais aussi sur mes propres. Le Nid de Coubon, il a lu d'un bout à l'autre, et puis on discutait sur ce que je pourrais en faire, sur les différentes hypothèses, sur l'affaire de Lacan, quand est-ce que nous savions quand est-ce que ce syndrome est apparu au Sénégal, et ainsi de suite. Dampierre, il avait une ouverture extraordinaire vis-à-vis des recherches de tous ceux qu'il a rassemblés à Nanterre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Nanterre, parce que Nanterre, il y avait à Paris, à cette époque-là, deux centres importants d'ethnologie. C'était l'école des hautes études, d'une part, mais l'école des hautes études était plus petite. Nanterre, c'était la grosse boutique, surtout en 68, et nous avons, sur toutes ces choses-là, y compris mes travaux, beaucoup discuté avec des gens comme j'énumère, parce qu'ils ont joué un rôle dans ma vie, comme Dan Sperber, Michel Isard, Pierre Smith, qui était malheureusement alcoolique et qui est mort il y a longtemps déjà, Daniel Decopé, qui a formé ITANU, Olivier Ernst-Schmidt, qui est indianiste, Adler, qui m'a invité à aller au Tchad, Jeanne Favre, qui était dans ma petite équipe au début, j'en parlerai à l'instant, Pascal Boyer, qui est devenu par la suite un grand de l'anthropologie cognitive, suite à ses relations avec Dan, et ainsi de suite. C'était donc un milieu très fervent, et quand je suis arrivé, on a inventé une chose un peu bizarre, comme beaucoup de choses en 68, c'était une période d'inventivité comme ça. On a inventé que nous allions faire, moi et Jean-Pierre Peter, qui est un historien de l'école des hautes études, et qui travaillait sur la médecine ancienne française, 18e siècle, qu'on ferait un cours en alternance, lui parlant telle séance
de la Société royale de médecine dont il étudiait les archives, et moi de l'ethnopsychiatrie Wolof dont je venais de sortir. Et c'était extrêmement excitant, parce que chacun essayait de dire ce qu'il pouvait penser des choses de l'autre. Et alors dans cette équipe, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous rejoindre. Ça a duré assez longtemps, cette équipe, et en particulier Jeanne Favré, qui, quand elle a commencé son enquête sur la sorcellerie dans le bocage mayennais, a commencé sous nos yeux à Nanterre, parce que elle a pris la suite d'un étudiant de 3e cycle qui a repéré quelque chose comme ça à Laval ou dans la Mayenne sur l'intérêt des affaires de sorcellerie. Et il a introduit Jeanne un peu là-dedans. Et Jeanne, elle est partie après dans cette affaire, partie régulièrement là-bas pour faire ses enquêtes en milieu rural. Et présenter dans notre séminaire les cas qu'elle rencontrait, en particulier. Moi, je me souviens de plusieurs cas dont elle avait rendu compte. Mais encore sur cette époque, c'était aussi la période où nous fréquentions à plusieurs, comme, je ne sais pas, Adler, Cartry et d'autres, les cours de Gilles Deleuze, au moment où il était en train de préparer avec Félix Guattari l'Anti-Oedipe. Et bon, c'était extrêmement intéressant, et nous avons repris un certain nombre de notions qu'il avait avancées dans son cours à Vincennes. Et en contrepartie, on lui a donné quelques publications, il s'intéressait un peu à l'ethnologie, dont, entre autres, ma thèse. Il a lu d'un bout à l'autre, mais il n'a retenu qu'un détail que je trouvais très amusant. C'est dans l'Anti-Oedipe, vous n'aurez qu'à regarder. C'est un détail qui allait bien dans le sens de son combat contre la tyrannie lacanienne du signifiant, justement. C'était l'usage thérapeutique que les Wolofs font, les marabouts Wolofs surtout, font quotidiennement de ce qu'ils appellent le safara, c'est-à-dire des versets de Coran qui sont trempés dans de l'eau et qu'on fait boire aux malades. Et alors, cet imbécile de Deleuze qui écrit là-dessus, on a même vu des gens qui boivent le signifiant. Parce que c'était décrit, quoi. Non, c'était l'idée. Et ça, inutile de dire que ce passage un peu frivole ça m'a un peu déçu, mais enfin bon. Alors, c'était une sorte d'âge d'or de la réflexion comparative aussi, on peut dire. Ensuite, ça s'est prolongé dans les séminaires de Michel Cartrist, un africaniste qui est décédé il y a, maintenant ça fait assez longtemps, et aussi de Marcel Détienne, l'helléniste, qui n'est pas décédé, paraît-il, mais il est un peu disparu. Il est allé aux États-Unis d'abord, mais il paraît qu'il est revenu en France, mais il reste invisible. Pourtant, à l'époque, on a beaucoup échangé. Et c'était également le cas déjà avec Toby Nathan, à qui on a eu plusieurs rencontres publiques à Avicenne, à Bobigny, et nous avons discuté toute une série de choses relatives à l'ethnopsychiatrie.
en particulier sur les interprétations persécutives et sur leur usage dans les thérapies en France. C'est cela que je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui, tout en restant toujours très ami avec lui. Alors, 68, c'était encore un tournant au point de vue du terrain, puisque Adler m'a proposé d'aller étudier avec lui, ensemble, la médecine traditionnelle, la divination et la possession chez les Mundang du Tchad. Ce qui, voilà, la société plus traditionnelle que je souhaitais à cette époque-là. Et j'ai répondu oui sans hésiter. Et on a été ensemble sur le terrain pendant 7 mois d'affilée, comme ça. Et d'où notre livre publié en collaboration avec lui, Les bâtons de l'aveugle, que Dan Sperber a introduit aux éditions, dans une collection, la collection Savoir des éditions Hermann, qui était publiée en 72, je crois. Et puis c'est là que j'ai rédigé aussi un long article de, je crois, 37 pages sur la possession chez les Mundang du Tchad, le culte de possession féminine, dit culte des Chinri, sur lequel j'aimerais bien dire après un mot, parce qu'il est extrêmement différent du culte des Arabes Wolof. Et par la suite, c'est la comparaison des deux et les lectures qui m'ont permis de faire des articles plus théoriques sur la possession. Alors autre chose, c'est déjà dans la foulée du terrain chez les Mundang et puis de mes enseignements à Nanterre que je me suis orienté un peu plus encore vers l'anthropologie comparée des rituels. Je peux dire ce tournant un peu comme ça. Donc, je ne mettais plus l'accent seulement sur l'anthropologie de la maladie et ethnopsychiatrie, mais aussi cela. Alors, je dois dire que j'ai toujours donné quand même et néanmoins la priorité aux études, aux enquêtes sur le terrain. Mes enquêtes sur la divination, puis la possession, Wolof, Mundang, puis Sénoufo, ou sur la causalité de la maladie, m'ont toujours, les enquêtes de terrain m'ont permis d'éviter la spéculation que je n'aime pas. J'ai jamais été adepte de ce que les Anglais appellent armchair anthropologie. J'ai jamais aimé ça, encore que j'aime bien formuler des énoncés plus théoriques aussi. Mais, alors, passage de Dakar à Nanterre où je suis depuis 50 ans, ça ne me rajeunit pas, et ce passage a entraîné beaucoup d'autres modifications dans ma vie de chercheur et d'enseignant aussi. Et alors, juste quelques mots, si vous permettez, là-dessus. J'avais alors, 37 ans, et beaucoup d'autres activités que mes activités de recherche sur le terrain. J'ai dû remplir durant toute cette période, cette époque de Nanterre, au moins une dizaine de fonctions d'intérêt collectif. Et puis, que je vais juste évoquer. Cours d'introduction à l'anthropologie médicale ou d'anthropologie de la maladie, j'ai assuré ça pendant au moins 10 ans. Et c'était l'époque, c'est un peu histoire aussi.
c'était l'époque où anthropologie médicale, anthropologie de la maladie, c'était très en vogue. Et beaucoup de chercheurs africanistes se convertissaient à cette sous-discipline en ces temps-là, parce que on pouvait avoir des contrats, et puis bon, c'était aussi intéressant. Beaucoup d'africanistes et d'autres. Alors, j'ai aussi créé avec Louis Mallard, qui est un ethnologue, un très bon ethnographe des Évouzok du Cameroun, un certificat de maîtrise d'anthropologie médicale que j'ai tenu aussi pendant une dizaine d'années. Alors, autre chose, on a organisé aussi avec un collègue qui s'appelle Jacques Mercier, qui est un spécialiste très érudit de la médecine amharique, Éthiopie, qui connaît ça fort bien. On a organisé un vaste séminaire, ça a duré longtemps, un séminaire comparatif sur des thèmes bien déterminés. On invitait tous ceux qui comptaient sur le thème en question dans le champ intellectuel français, en général. Ce n'était pas des gens de Nanterre seulement. Et juste quelques thèmes. Je ne sais pas, invité par exemple sur divination, séminaire comparatif, et Jean Bottero par exemple, est grand spécialiste de des tablettes divinatoires mésopotamiennes, ou Zimmermann qui est un grand spécialiste de la médecine ayurvédique, tout cela, Auger, Mercier, Saint-Zingre, Finzan, Collen pour l'Afrique, Ortigue, Nathan, Moreau, Mariella Pandolfi déjà pour l'ethnopsychiatrie, Meyer pour le Tibet, Carlo Severi pour l'Amérique latine, Schipper pour la Chine, etc. etc. Je pense qu'on peut dire maintenant que nos séances de cette époque-là, qui étaient plutôt animées, parce que c'était l'esprit de 68 aussi, version intellectuelle, que ces séminaires ont contribué vraiment à tracer une voie française dans le domaine de l'anthropologie médicale. Et bon, ça c'est peut-être pas très intéressant, mais dans Paris, il y avait, à ce sujet, anthropologie médicale, à ce moment-là, il y avait, disons, deux courants. Il y avait courant Auger, Marc Auger, et courant nous autres. Et bon, on se chamaillait assez souvent, mais pas trop. C'était toujours fécond comme échange. Alors, bon, je passe sur l'équipe de recherche que j'ai dirigée pendant longtemps, où Jeanne Favry a présenté ses enquêtes sur la sorcellerie et d'autres, Mercier sur la médecine amharique. Et alors, petit détail, mais c'est pour montrer la continuité un peu de mes travaux, c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé toute une série de séances de séminaires. On appelait ça, on intitulait ça mode de conjonction du corps et de l'objet dans les dispositifs thérapeutiques et religieux. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça partait de l'idée que dans les musées,
musée, on dit masque. On expose, je ne sais pas s'il y en a ici, bon, aussi il y en a. On expose une tête de masque, ou même, c'est vrai, même pour les statuettes, que l'objet est toujours connecté à un corps. Le masque, il est porté dans nos villages, et puis ça bouge. Et que dans les musées, on en est réduit souvent, même le plus souvent, à n'avoir que l'objet, c'est même pas l'objet, c'est une partie de l'objet, parce que ce masque-là, il a un corps et puis il a un vêtement. Et toute une série de chorégraphies qui sont liées. Alors, on a commencé à réfléchir dans ce séminaire comment restituer dans les musées cette connexion entre le corps et l'objet. Et j'ai fini par écrire avec Jacques Mercier un article qui a été publié dans la revue Le Débat, chez Gallimard, sous le titre Exposer le sens. Comment exposer le sens? Et j'en parle parce que ensuite, ça a été pratiquement à l'origine de nos installations, enfin la conception de nos installations multimédia, enfin en tout cas de la mienne. Lui, il n'a pas fait d'installation multimédia, mais autre chose. Dans la conception même de l'exposition au Quai Branly, la manière dont, en ce qui me concerne, j'ai conçu la divination Sénoufo, comment restituer ça dans un musée. Et quant à Mercier, il voulait exposer de façon parlante les rouleaux protecteurs de la médecine amharique. Ce sont des rouleaux que l'individu porte sur lui et qui le protègent de l'attaque magique et qu'il déploie souvent sur son corps. Et lui, il y a une salle au Quai Branly là-dessus. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir là-dessus. Donc, c'était des entreprises à conséquences et souvent à long terme. Alors, bon, je crois que c'est à peu près tout sur cette période. Et évidemment, j'ai dirigé multiples doctorats, maîtrises, DEA à Nanterre, à l'École des hautes études, à Paris 5, 8, et même en hongrois à Budapest, etc., etc. Et puis il y avait les comités de rédaction auxquels j'ai quand même passé pas mal de temps, comme Culture, Medicine and Psychiatry, L'Homme, Journal des africanistes, Système de pensée en Afrique noire, qui était dirigé par Cartry. Puis c'est à cette époque que remonte d'une part la publication de tout un petit livre avec Mariella Pandolfi sur la réhabilitation magico-religieuse et aussi une collaboration avec Hélène Corin et Gilles Bibot, une première collaboration sur l'efficacité magique. Je me souviens d'avoir... C'était un volume, il y avait Toussignan aussi là-dedans, dans Regard anthropologique en psychiatrie, 86. Et en même temps, bon, j'appartenais également donc, à l'autre formation dont j'avais déjà parlé, qui était dirigée par Rouche et Dieterlin, et qui m'a permis de partir à l'époque en Côte d'Ivoire, chez Albert Hatchou.